Bonjour, bienvenue. Nous sommes en direct du 27, le quartier général de l'OSIM, l'association des utilisateurs des systèmes d'information du Maroc. Et nous avons beaucoup de plaisir à recevoir aujourd'hui un ami, mais pas n'importe lequel, puisqu'il est médecin spécialiste en maladies infectieuses. Il a un doctorat à Casablanca, à Marrakech et à Montréal. Il a aussi un Master of Science de l'Université de Montréal. Il a un MBA de l'Université de Sherbrooke. Il a aussi un Master en leadership à Londres. Il est consultant international à l'OMS, il est expert du conseil consultatif de la Joint Commission International et il est auditeur avec plusieurs certifications. Beaucoup de bonheur à recevoir aujourd'hui pour nous et pour vous. Jafar Heikel, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup Hassan, merci de ton amitié et merci pour la présentation. C'est moi qui suis honoré d'être là avec toi. Merci beaucoup. Alors, tu le sais très bien, aujourd'hui avec la Covid, il y a tellement de sujets qui ont démarré, qu'on voit, le secteur de la santé directement et celui de la médecine en particulier. Tout ce qui touche au vivant aujourd'hui, il a été totalement réinventé. Et là, dans cette émission qui est Aussie Talks, on est intéressé par tout ce qui est beyond du digital, tous les secteurs qui sont en lien avec le digital. Et on voit le secteur de la santé aujourd'hui, il est directement concerné. On parle de médecine du futur, on parle de télémédecine, on parle de téléconsultation, de télésuivi. Alors, quid de tout ça au Maroc, puisque toi, tu es directement sur le terrain, si tu peux nous apporter un éclairage par rapport à ça. Merci beaucoup d'abord pour avoir choisi ce sujet. Je pense que à travers le monde et particulièrement le Maroc, je veux dire la médecine connectée ou la santé connectée ou le e-health, si je peux ainsi m'exprimer, connaîtra un futur radieux. D'ailleurs, la Covid-19 nous a appris à gérer. D'abord, on a enseigné à distance à la faculté de médecine aux futurs médecins et on a pu même suivre des patients à domicile, en téléconseil, en télésurveillance et en télésuivi. Mais bien au-delà de cela, c'est qu'aujourd'hui, l'objet connecté, ou aujourd'hui la médecine connectée, ou tout ce qui va être le digital dans le domaine de la santé, va changer totalement notre façon donc de voir la santé, de voir les patients, et va changer également la perception des patients par rapport à l'utilisation des services de santé. C'est-à-dire quand aujourd'hui un patient diabétique ou hypertendu qui a d'autres maladies et qui aurait besoin d'aller voir son médecin uniquement pour avoir du conseil, n'a pas besoin d'aller stationner, de prendre la voiture, de prendre tous les risques, de trouver une place, etc. Il pourra, sur un simple clic, bien entendu, tout en respectant évidemment la confidentialité des données, bien évidemment, être en contact avec son médecin, être en contact avec son kinésithérapeute, avec ses professionnels de santé, avec son pharmacien, avec tous les professionnels de santé pour avoir le conseil nécessaire ou pour simplement renouveler un certain nombre donc d'informations dont il aurait besoin. C'est pas de la consultation, on va pas supprimer les professionnels de santé, mais nous allons voir le monde de la santé différemment dans les prochains mois, voire les prochaines années, et je crois que ce n'est pas une mauvaise chose pour notre système de santé. Tu l'as si bien dit, aujourd'hui on parle également d'objets connectés, on parle d'intelligence artificielle dans certains pays qui a tellement pénétrer le secteur de la santé. On a vu, je pense récemment à Bordeaux par exemple, des opérations robotisées. Ça confirme un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que là, le digital, il est complètement imbriqué dans le secteur de la santé. La question qui taraude un peu l'esprit, c'est quid du Maroc? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des applications en intelligence artificielle appliquées dans le secteur de la cancérologie ou par rapport aux diabétiques, etc.? Écoutez, d'abord le Maroc, je pense qu'il a montré à plusieurs reprises, nous avons des ingénieurs et nous avons des Marocaines et des Marocains extrêmement spécialisés dans le digital. Je crois qu'il faut utiliser les compétences marocaines, on en a énormément. Nous, dans le domaine médical, c'est très important d'avoir des équipes pluridisciplinaires entre le monde médical et des spécialistes, comme les gens qui sont dans le digital, pour nous permettre d'aller plus loin dans notre relation avec le patient. On opère à distance dans un certain nombre donc, de pays. Au Maroc, on commence à le faire. Comment on a commencé à le faire? On a commencé entre les CHU, certains CHU et certaines zones éloignées du Maroc où il n'y a pas les médecins spécialistes.
C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que si on ne peut pas avoir des radiologues partout au Maroc, eh bien on peut envisager, Hassan, par exemple, à Casablanca, un centre de radiologie performant où nous allons numériser les images qui sont à l'Ayoun, à Dakhla ou dans d'autres villes. Nous n'avons pas encore les spécialistes et pouvoir traiter cette information et rendre service à ce patient. Et peut-être qu'il n'a pas une maladie grave, on pourra le traiter sur place. Et quand bien même il aurait une maladie grave, on pourrait le transférer à Agadir ou dans d'autres villes, etc. Ça, c'est une des applications, mais ce n'est pas la seule. Une autre application qui est extrêmement importante, et je crois que le Maroc gagnerait grâce à des gens du digital, c'est également digitaliser le dossier médical. Chose que nous n'avons pas au Maroc. Mais c'est une question qui se pose aujourd'hui avec beaucoup d'acuité, puisqu'il y a à la fois le juridique, le respect des données personnelles, il y a le dossier informatisé médical du patient, et il y a aussi les textes de loi. Enfin, j'avais lu que sur le plan santé 2025, il y a un axe stratégique sur la santé numérique. Alors tout ça milite pour aller justement sur le sens de dématérialiser, mais aussi il faut sécuriser. Toi, tu es directement concerné. Tout à fait, on est concerné. On a eu des réunions d'ailleurs avec le Centre national de protection des données personnelles, ce qui est extrêmement important parce que les données santé sont toutes les données sont sensibles. Absolument. Mais les données de la santé, c'est quand même assez sensible. Il faut les protéger, ça c'est clair. Et je crois que le Maroc a fait des avancées en la matière. Par contre, ce qui est important, ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand vous digitalisez un dossier tout en respectant la confidentialité, vous ne pouvez pas savoir ce que vous faites économiser aux patients et au système de santé. Je vous donne un exemple très très concret. Quand un patient a changé de médecin, parce qu'il est dans une autre ville, ou parce qu'il a confiance dans un nouveau professionnel de santé, et il arrive et vous dit, Dr Hassan Sharaf, s'il vous plaît, est-ce que j'ai telle et telle pathologie? Vous lui dites, vous allez refaire votre scanner, vous allez refaire votre bilan biologique. Or, si vous aviez, bien sûr, si vous aviez son dossier médical informatisé, et sur un clic, vous avez sur votre ordinateur, Assi Hassan, simplement l'information, quel était son bilan biologique, sa radiologie, son scanner, il n'a pas besoin de le refaire, et vous pourriez aller plus vite dans le diagnostic et avoir de l'information. Je vous rappelle qu'au Maroc, allez, pour que vous ayez un ordre de grandeur, 63% des dépenses de santé sont supportées par les ménages. Ce qu'on appelle l'out of pockets, ça sort du citoyen. Donc c'est une charge lourde. Imaginez que grâce à la digitalisation, on a un parcours de soins qui est coordonné, le dossier est digitalisé, on n'a pas besoin de refaire donc des examens. Il y a une fluidité du parcours de santé du soin, qu'il soit à Casablanca, à l'Ayoun, à Smara, à Dakhla ou à Tanger. Regardez ce qu'on peut faire économiser. Aujourd'hui, concrètement, au Maroc, c'est des choses qui démarrent, qui avancent. Alors concrètement, nous sommes en train de travailler donc dessus. Il y a plusieurs équipes qui travaillent dessus. Évidemment, l'enjeu majeur, c'est le changement de paradigme. C'est dans la tête que ça se passe. Alors tous les gens se disent, moi c'est extraordinaire, tout le monde dit, non, ce serait pas bien de digitaliser le dossier parce que vous comprenez la confidentialité. Soyons sérieux, on est en France, aux États-Unis, au Canada, ils ont à cœur la confidentialité. Je pense que nous aussi, je pense qu'on est capable donc de réaliser ça. Donc il faut sortir donc de ces peurs et penser la digitalisation comme étant non pas une arme dangereuse du futur ou quelque chose qui est interplanétaire ou interspatial, comme étant un nouvel outil d'aide simplement à la relation patient et à l'optimisation de notre système de santé. D'ailleurs, en tant que médecin, tu prêches justement la digitalisation à fond et ça renvoie d'ailleurs sur ce sujet de sécurité des données personnelles, la sécurité du dossier informatisé du patient. On est carrément dans une invitation à investir dans la blockchain et ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui, sur lesquelles le Maroc devrait développer à la fois des applications, mais qu'il y ait une convergence entre à la fois les spécialistes de l'IT et les spécialistes de la santé. Alors, ça m'amène à une autre question, parce que je sais que tu es pluridisciplinaire, à la fois tu es dans le suivi sur le plan bactériologique, épidémiologique. Aujourd'hui, on est à 1,5 milliard, si on croit les chiffres, de personnes vaccinées. Et on voit également la convergence entre la technologie et tous les investissements qui se font aujourd'hui avec toutes les publications qui ont été faites sur le plan médical, avec Moderna, avec les autres, sur la partie ARN messager et toutes les révolutions technologiques que ça va amener sur les
vaccins, non seulement par rapport à la Covid, mais sur le cancer, sur plein de choses. Si tu peux nous apporter un éclairage sur ça. Oui, mais écoute, tu as parfaitement raison. Je pense que la Covid nous a amené son lot de surprises, évidemment, sur le plan sanitaire, social, économique, mais elle nous a montré aussi des choses qui sont incroyables. Et comment est-ce que l'intelligence humaine, et bon, l'intelligence artificielle, ce que vous voulez, a apporté. L'exemple typique, c'est que nous avons été capables, c'est la première fois dans l'histoire de l'immunologie de la médecine, où on fabrique un vaccin en moins de 10 ans. Absolument. On l'a fait en un an. Donc ça, c'est une révolution. C'est une révolution. C'est vrai que l'ARN messager était une technologie qui était appliquée depuis à peu près 8-10 ans, mais elle n'a jamais été mise en œuvre. C'était l'occasion, comme c'était un projet pilote, c'était l'occasion de le mettre en œuvre. Mais il n'y a pas que l'ARN messager, c'est-à-dire que notre capacité à stocker, à avoir des super congélateurs, notre capacité aujourd'hui à penser de nouveaux médicaments. Pendant la période de Covid, non seulement on a fait un vaccin en un an au lieu de 10 ans, mais on a également produit de nouveaux médicaments. Vous le savez, les nouveaux médicaments qui sont sur le marché, vous avez les Canadiens, les Français, les Américains, les Allemands, même au Maroc, on est en train de tester certains protocoles donc, thérapeutiques. Et donc, l'intelligence humaine a suivi ces nouveautés. Et mieux que ça, une chose qui est importante, vous vous rappelez, au Maroc, on voulait avoir nos propres respirateurs. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a dit on va avoir des respirateurs marocains. Et on est parti même plus loin. On s'est dit aujourd'hui, pourquoi est-ce que le Maroc ne serait pas un hub sanitaire pour pouvoir créer des écosystèmes dans le digital et pouvoir également rendre service à la santé. Et là, on va sortir du territoire marocain. Quand on parle de digitalisation, on peut aller à l'Afrique. On peut également avoir de l'information intelligente à utiliser au profit de la santé donc des patients africains. Donc pour moi, sky is the limit. D'ailleurs, il y avait sur Africa Digital Medical Hub, c'était un sujet qui a été débattu en décembre 2020 sur comment faire du Maroc justement un hub à la fois de convergence entre technologie et secteur de la médecine, parce qu'on a vu, il y a pratiquement 52 usines de fabrication de produits pharmaceutiques en Europe qui se développent. Et là, on se dit, c'est pas uniquement pour la Covid, c'est parce qu'il y a un développement technologique et cette convergence entre intelligence humaine et intelligence artificielle qui fait qu'on va créer des choses nouvelles. Tu as parlé de l'Afrique. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des applications concrètes ? Je sais que ce que tu disais tout à l'heure sur la partie Maroc, téléconsultation, peut-être dans le futur même la consultation qui pourrait être faite en ligne. En Afrique, quid de cette santé numérique ? Alors, en Afrique, on est encore au balbutiement, mais il y a des expériences extrêmement intéressantes qui ont été faites dans certains pays, particulièrement en Afrique du Sud, au Rwanda, au Kenya, au Ghana, où ils ont fait des expériences extrêmement intéressantes, où qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont simplement connecté les établissements de soins. Ils les ont connectés entre eux et ils ont fait en sorte que le patient puisse... C'est plus le patient, c'est le patient virtuel. C'est pas le patient qui circule, mais l'information donc du patient donc circule au profit donc du patient. Et c'est ensuite, c'est pas le patient qui va vers le système, mais grâce à la digitalisation, c'est le système qui va vers le patient en lui disant nous avons analysé vos données sur le différent parcours de soins, nous avons constaté telle et telle chose, et bien là, vous avez besoin de faire un dépistage de votre glycémie. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que la démarche, d'habitude, on a l'habitude que la démarche, c'est la demande de soins, et là, pas du tout. C'est l'offre de soins qui vient vers... Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la digitalisation donc, des données, et qui ont permis à ces pays d'avoir des informations très intéressantes. Tu as certainement remarqué dans cette émission technologie du futur et médecine du futur, on est en train de surfer sur pratiquement l'intelligence artificielle. On a parlé de data, enfin tout ce qui est dossier personnel, on a parlé de blockchain. Il y a aussi un sujet de biotechnologie. Je sais qu'il y a un des experts marocains qui travaille sur le sujet, notamment un certain professeur Mohamed Hijri, qui travaille sur toute la partie biotech. Et je sais que au Canada, il a fait une expérience, je pense, d'une 30aine d'années que tu dois certainement connaître. Et il travaille sur la génomique et le séquençage génétique aujourd'hui comme étant une réalité maroco-marocaine au profit de l'Afrique. La génomique est une discipline nouvelle qui présente un potentiel énorme dans divers secteurs d'activité et c'est en santé humaine que la génomique aura assurément un plus grand impact. En perçant le mystère du génome, nous sommes en mesure d'étudier les maladies. La génomique
nous permet de mieux comprendre, notamment certaines personnes deviennent malades, alors que d'autres demeurent en santé presque toute leur vie. Nous pouvons aussi mettre au point des outils diagnostiques, des traitements et des programmes de prévention efficaces pour certaines maladies comme les maladies cardiovasculaires ou certains cancers. Dans la pratique médicale, la génomique permet d'améliorer le diagnostic, et on le voit maintenant l'exemple de la COVID-19, d'identifier les prédispositions génétiques d'une personne par rapport à une maladie, de mettre au point des traitements selon l'information génétique de chaque individu et par conséquent de permettre l'avancement de la médecine personnalisée qui se veut comme la médecine de demain. Connaître les effets de nos modes de vie, de notre environnement et de votre génome et de notre santé. Un éclairage par rapport à ça. En ce qui concerne la biotechnologie, je vous rappelle qu'il y a une expérience extrêmement intéressante à l'université Mohamed VI de Ben Guerir. Exactement. Où ils ont un centre extrêmement avancé en matière donc de biotechnologie, comme il y a à l'université également des sciences de la santé de Casablanca, un centre d'innovation. On est en train donc de travailler à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? C'est simplement de dire comment, avec des compétences marocaines, on peut créer de nouveaux outils. Bon, dans la génétique, l'enjeu majeur, c'est l'éthique. Jusqu'où on peut aller dans la génétique si, par exemple, demain, on veut vous scanner et vous dire, écoutez, vous, par exemple, vous ne pourrez pas faire telle ou telle activité. Vous, je vous garantis, dans 23 ans et 4 jours, vous aurez un cancer, etc. Vous, dans 10 ans, vous aurez un diabète, etc. C'est pas dans ce sens qu'il faut comprendre ça. Il faut comprendre que la génétique peut nous aider à faire du dépistage, de la prévention et nous aider à mieux optimiser notre vie. Simplement. Et on va aller plus loin, où je suis de plus en plus persuadé, c'est que nous savons aujourd'hui que l'espèce humaine, évidemment, l'A'mar biyadillah, mais on sait que dans l'espèce humaine, nous savons qu'on peut aller jusqu'à à peu près 127 ans. C'est ce que les dernières études. Ça sera avec le plus grand plaisir. À la 100e année. C'est ce que les études montrent qu'en moyenne, voici où peut aller l'espèce humaine. Ils ont étudié les espèces animales, ils ont étudié l'espèce humaine, mais globalement, voilà où est-ce qu'on peut aller. Et ce qui était intéressant donc de voir, c'est de voir comment est-ce que l'espèce humaine peut, en matière d'intelligence, donner. Est-ce qu'on peut, jusqu'à 127 ans, donner? Eh bien, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de limite à l'intelligence humaine. Il y a une limite à notre corps physique. À notre corps physique, il y avait une limite, mais à notre intelligence, il n'y a pas de limite. Quand on est capable d'aller sur Mars, quand on est capable donc de faire un certain nombre de choses, je suis persuadé que nous pouvons utiliser cette intelligence au profit de notre santé. Même si notre santé, elle a une limite physique, mais elle peut avoir au moins un sans limite de bien-être pendant qu'on est là. Ah ben ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense que pour la première émission Technologie du futur et médecine du futur, au moins on pourra annoncer aux téléspectateurs qu'on va pouvoir vivre jusqu'à 127 ans et qu'on continuera à réfléchir, à être créatif, innovant. Ça m'amène à les questions que tu as évoquées sont pertinentes, c'est-à-dire l'éthique, l'infoéthique, tout ce qui touche à la biologie cellulaire, moléculaire et tous les travaux qui se font. Le défi majeur reste parce que finalement les spécialistes de l'IT vont développer des algorithmes et à côté il va y avoir la vie. Et donc comment est-ce que qui sera responsable si demain il y a un faux diagnostic? Est-ce que c'est l'algorithme? Est-ce que c'est le médecin traitant qui s'est basé sur un algorithme? C'est une question à la fois juridique, éthique, technologique. Comment est-ce qu'elle peut être gérée? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se font au Maroc d'abord et dans le monde? Alors d'abord, c'est la beauté des choses, c'est qu'il y a un impondérable. Et il y a le fameux, quand vous faites toutes les équations, il y a le fameux, il reste l'erreur possible. Et j'espère que ça restera à vie. Parce que imaginez que tout soit programmé, tout soit déterminé, qu'on connaisse à la virgule près toutes les choses. Peut-être la vie n'aurait pas autant de sens et autant de goût. Il faudrait voir cette adrénaline quand vous avez vu à la télé les gens qui attendaient le fameux robot sur Mars, que tout le monde, même s'ils avaient fait tous les calculs du monde, même si c'était les plus grands ingénieurs du monde, est-ce qu'il allait atterrir au bon moment et ils étaient tous en décharge d'adrénaline? Eh bien, cet instant, je crois que jusqu'à, je ne sais pas jusqu'à quand, il restera toujours un petit impondérable, un petit delta. On ne sait pas quel est son niveau, on essaye de le réduire au maximum,
mais il restera. Et je crois que ce qui est important, ce n'est pas qui est responsable, c'est d'arriver, j'espère un jour, à ce que nous assumions une co-responsabilité. Parce que j'aimerais bien que l'ingénieur avec le médecin assument ensemble une co-responsabilité. Quand vous construisez un pont, l'ingénieur seul n'est pas responsable. Il a une part de responsabilité. Quand je rentre dans un bloc opératoire pour opérer un patient, je ne suis pas seul responsable. C'est celui qui m'a préparé la table, c'est mon infirmière penseuse qui est là, c'est mon infirmière instrumentiste, c'est l'anesthésiste qui est avec moi, c'est celui qui a fait le bâtiment. Mais ça peut être aussi l'intelligence artificielle. Et c'est l'ingénieur qui a permis de programmer. C'est toute une équipe. C'est travailler en équipe en fin de compte et que nous assumions ensemble cette responsabilité. Mais j'espère, je voudrais qu'il reste une part d'impondérable pour que cette part nous laisse espérer. Parce que sinon, si nous catégorisons tellement les choses, quand je sais qu'il y a tel et tel paramètre, donc cette personne va se compliquer ou va mourir, j'aimerais qu'il reste une part pour que je puisse dire je ne sais pas. Oui, ben c'est ce que tu disais tout à l'heure, les cas que tu voyais dans tes services, des personnes à 92 ans qui sortent après la Covid en bonne santé et d'autres personnes. Et donc, c'est cette non-maîtrise qui renvoie à la fois à notre vulnérabilité, à notre finitude, mais à le fameux « je ne sais pas » et qui donne peut-être l'espoir de développer de nouvelles choses. J'ai peut-être une avant-dernière question, parce que je sais que le débat avec Jaffa, il est passionnant, il est magnifique et il est vibrant, parce que déjà, on a appris qu'on va vivre un peu plus longtemps, qu'on va être créatif, et c'est d'autant plus pertinent que ce que tu dis rencontre parfaitement tout ce sur quoi travaille l'OSIM. C'est-à-dire cette convergence à la fois des idées, des passions, des projets. Le Beyond Digital, c'est le digital dans le secteur de la santé, mais pas que, parce que c'est le secteur de l'industrie, c'est le digital avec l'éducation, le digital avec toutes les technologies actuelles, mais appliquées, mais absolument, appliquées dans la diversité des secteurs de la vie et au profit justement du citoyen. Parce que dans tout ça, dans ce qu'on est en train de dire, c'est comment améliorer le vécu du citoyen. Et c'est toute la beauté de ce débat. Peut-être une avant-dernière question. C'est on a souvent des secteurs qui, à chaque fois quand on en parle, l'oncologie, la cancérologie, aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on est dans le vivant, et on se dit, la Covid, c'est quelque chose qui pressant, etc. Sur le secteur de la cancérologie, je sais qu'il y a des applications concrètes qui se font en allant puiser sur de l'intelligence artificielle pour identifier des cancers de poumons, etc. Au Maroc, ça serait bien qu'on puisse savoir est-ce que déjà ça existe, et si ça existe, comment que c'est fait, etc. On est dans les use cases. Le Aussie Talk, c'est pour présenter aussi des use cases pour tous les spectateurs qui nous suivent. Écoute, je te remercie de cette question. Il y a effectivement des équipes marocaines qui ont fait des choses extraordinaires. Je vais vous donner un exemple concret pour le cancer. Là, aujourd'hui, à Casablanca, il y a une unité qui a réussi avec pour que vous le sachiez, on a été le premier au monde à avoir cette machine, bien avant, parce que c'était un prototype et qui est arrivé, et que c'était une machine et qui nous permettait donc de voir les métastases. Vous savez, quand on a un cancer, l'enjeu, c'est pas le cancer, mais ce sont les métastases, où est-ce que ça diffuse. Eh bien, cette machine était capable de nous donner la diffusion donc des métastases par point précis, et écoutez-moi bien, c'est important, au 10e de millimètre. Ce qui est impressionnant, au 10e donc de millimètre, et donc de savoir où est-ce que ça diffuse. Donc c'était extrêmement important. L'enjeu de cette application, c'est que ça vous permet de savoir où est-ce que vous allez taper. Parce que très souvent, parce qu'il y a des métastases, d'abord il y a des métastases qui ne donnent pas de symptômes cliniques, c'est-à-dire vous les avez, et malheureusement jusqu'au jour où c'est trop tard, où on a mal au dos, où on a mal à l'épaule, où on a mal au ventre, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre. Ça c'est le premier. Deuxième point qui est extrêmement important, on a développé une technologie au Maroc, ce qu'on appelle la stéréotaxie, où on a pu, pour des tumeurs cérébrales, avoir de façon extrêmement précise avec cette machine, et ceci, c'est à distance. C'est ça ce qui est formidable, et c'est à Casablanca. Et on a pu détecter la tumeur cérébrale, vous savez que c'est une tumeur extrêmement méchante, et donc de pouvoir agir donc dessus, mais vraiment, et la dessiner. Il y avait une cartographie, de la tumeur, une cartographie, et qui montait des zones, et cette cartographie nous a permis, mais vraiment, et grâce à l'intelligence artificielle, donc d'agir et de dessiner et de pointer. Or,
quelle que soit la compétence et l'intelligence manuelle du plus grand donc des chirurgiens, il y a des choses que nous ne pouvons pas, et le dernier élément pour la cancérologie, qui est aussi extrêmement importante, c'est que, bon, c'est pas encore appliqué au Maroc, mais c'est appliqué un peu partout, c'est qu'aujourd'hui, on est capable donc d'avoir des sondes qu'on peut avaler sur le plan oral et qui va suivre et qui va détecter, comme renifler donc des cellules cancéreuses et nous permettre de dire attention, dans ce niveau-là, il y a des cellules qui sont un peu plus méchantes, mais l'enjeu de tout ça, on peut le voir, Hassan, bien en amont. Bien en amont, c'est quoi? C'est pouvoir faire donc du dépistage. C'est-à-dire, on est capable aujourd'hui, grâce à des modèles, des algorithmes, sur un prélèvement sanguin, voire un prélèvement salivaire, de faire une analyse et donc de créer des modèles et de vous dire, attention, on va catégoriser ce qu'on appelle des personnes à risque ou des groupes à risque. D'ailleurs, c'est ce qu'on a réussi à faire pour la Covid. Je pense que vous le savez certainement, ou bien je vous l'annoncerai. C'est que simplement, par exemple, on a des groupes sanguins qui sont plus exposés. Maintenant, on a la preuve, grâce à l'intelligence artificielle, que le groupe A est plus exposé à la Covid-19 que les autres groupes, parce qu'il y a l'antigène A qui permet malheureusement à la Covid de plus se fixer sur les cellules pulmonaires. Et donc, il faut, par exemple, l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est de prendre les gens qui ont un groupe A et de leur dire vous allez faire encore plus attention que les autres. Et ben voilà comment un outil, c'est pas le médecin, c'est pas ma compétence, c'est grâce à la synthèse de l'information, ça m'a permis donc ensemble avec toi ou avec d'autres compétences de dire attention ceux qui ont le groupe A, et bien voici comme ça on va prévenir. Absolument. Donc, et là, mais merci beaucoup, Jafar, parce que ce qui est extrêmement pertinent, c'est que c'est une invitation à une vraie convergence. Il y a tellement de besoins aujourd'hui qui peuvent se faire sentir par le secteur de la santé, et il y a tellement de start-up qui peuvent opérer, et cette convergence entre les deux serait hyper intéressante. Alors, une dernière question, je sais que le thème avec toi, il est passionnant. On a parlé d'intelligence artificielle, il y a également la e-santé avec la 5G. Tout le monde parle de la 5G, ça va se développer, ça va permettre de démocratiser avec des objets connectés un peu partout dans des patelins perdus. Ton avis par rapport à ça? Il faut développer, il faut aller encore plus. Clairement, moi j'ai eu la chance, je ne sais pas si on peut dire, mais moi je dis que des fois la chance dans la vie nous permet donc de découvrir des choses qu'on n'aurait jamais découvert. Moi j'ai eu la chance de travailler dans le secteur public la moitié de ma vie et l'autre moitié dans le secteur privé. Et quand j'ai travaillé dans le public, j'ai travaillé dans des zones reculées, dans des centres de santé, à Ait Bougmez, à 1600 mètres d'altitude par exemple. J'ai travaillé en milieu rural, j'ai vu des femmes saigner et mourir parce qu'elle allait donner naissance. Vous savez que la mortalité maternelle au Maroc, même si des progrès énormes ont été faits, il faut, je pense, féliciter le pays, mais il reste encore des femmes, encore aujourd'hui au Maroc, qui meurent en donnant la vie. Et dans des patelins élevés, ce qu'on appelle dans des zones enclavées. Je peux vous citer Ait Bougmez, mais je peux citer Tialiwin, je peux citer Bouarfa, je peux citer plein d'endroits. Et imaginez qu'avec un simple téléphone, que vous mettriez à la disposition de ces gens-là, qui me permettent de voir l'état donc de la femme, de savoir si elle est anémique ou non. Est-ce qu'elle a fait sa consultation prénatale? Mieux que ça, est-ce que ça ne me permettrait pas de l'informer, dans n'importe quelle langue qui lui sied par rapport à son lieu d'habitation, et de lui dire, madame, vous devez avoir une consultation prénatale. Mieux que ça, si je vois à l'avance, avec des paramètres qu'elle saigne, je peux, encore une fois, grâce à l'intelligence, appeler une ambulance et faire le transfert à temps donc, de cette femme. Je terminerai en disant, par rapport à cette logistique sanitaire, pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle, pourquoi le e-health joue un rôle? Imaginez que 80% des décès d'accidents de circulation se font sur le lieu de l'accident ou pendant le transport. 80%. Donc imaginez si vous avez un objet, c'est simple, et c'est démocratique. Aujourd'hui, vous le savez mieux que moi certainement, combien de Marocains ont le téléphone? La majorité des Marocains ont un téléphone, au minimum un téléphone. Je crois que nous pourrions, grâce à l'outil et grâce à cet outil,
faciliter l'accès aux services donc, de santé et améliorer la santé de nos citoyens. En tous les cas, Jafar Heikel, au nom de toute l'équipe de l'OSIM, merci beaucoup à la fois pour nous avoir éclairés, pour avoir répondu présent à notre invitation et pour nous avoir permis de surfer sur cette vague déferlante du secteur de la santé avec toutes les variantes, et pas variantes, toutes les variantes où la technologie peut être appliquée. Ça donnera certainement lieu à d'autres chapitres, la blockchain et la santé, l'intelligence artificielle, la big data dans le secteur de la santé. Il y a tellement de choses. Merci de nous avoir éclairés. Merci à toi. Et ici, tu es chez toi au 27, Marhababi, quand tu veux. Merci. Et longue vie à Sim, hein, 127 ans, je lui espère au moins. Inch'Allah, Voilà. merci beaucoup.